et conférences qui seront présentées vont certainement donner de nouvelles perspectives à notre spécialité. Et pour terminer, je dirais que cet événement n'aurait pu être possible sans le soutien de nos partenaires des industries pharmaceutiques à qui nous souhaitons tout le progrès et merci à tous. Merci, Monsieur le Président, pour ce mot d'ouverture. Et tout de suite, je ne tarde pas, je cède la parole à Madame la Secrétaire d'État pour nous faire part de son mot. Bonjour tout le monde. Professeur Semir Nouira, président de la Société tunisienne de médecine d'urgence, illustres invités d'Algérie, du Maroc, mesdames et messieurs les chefs de service hospitalo-universitaires, chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir et un vif intérêt que je prends part à la séance inaugurale du 17e Congrès national de médecine d'urgence qu'organise avec un grand savoir-faire la Société tunisienne de médecine d'urgence en concomitance avec la 4e session du Congrès de Tunisian Resuscitation Council. Mon plaisir est d'autant plus grand que cette manifestation a fédéré pour sa tenue toutes les spécialités médicales concernées par la médecine d'urgence. Cette conjonction des efforts déployés par les équipes des services de médecine d'urgence des différentes régions du pays, ici présentes avec leurs homologues des services de cardiologie, de neurologie, de traumatologie, de pneumologie, de gastro-entérologie, pour ne citer que ces vénérables instances médicales, traduit l'étroite et fructueuse coopération que ces spécialités médicales ont su asseoir entre les différents intervenants, et ce, au service de la sécurité du patient en état de détresse et de l'amélioration des performances de nos services d'urgence. À cette occasion, je me fais donc un plaisir d'exprimer ma considération pour ce bel esprit de partage et de transfert du savoir qui vous anime. Vous illustrez ainsi, à travers cette rencontre et de manière concrète, l'importance qu'attache la communauté médicale nationale à la promotion au niveau des prestations et à la préservation du capital humain. Ces remerciements vont aussi à tous les conférenciers et à tous les participants. Le ministère de la Santé se félicite de leur présence en si grand nombre, d'autant plus que les thèmes qui vous rassemblent aujourd'hui répondent parfaitement à nos préoccupations et à nos aspirations. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que les services d'urgence constituent l'un des piliers principaux de notre système de santé, aussi bien en pré-hospitalier qu'en hospitalier. Avec plus de 6,5 millions de passages dans les 186 services d'urgence que compte le pays, répartis sur tout le territoire, ces services offrent des soins de proximité et on continue aux citoyens à n'importe quelle heure de la journée, sans distinction de couverture sociale ou de revenus. Ils constituent en effet le filet de sécurité pour le citoyen, qui y trouve une réponse à ses doléances aussi bien médicales que parfois même sociales. Le ministère de la Santé œuvre depuis quelques années à promouvoir ce secteur stratégique en le dotant des moyens humains, des équipements nécessaires, en construisant de nouveaux services d'urgence, en rénovant d'autres et surtout en réorganisant la prise en charge des patients dans ces structures en connexion avec les services hospitaliers et les plateaux techniques, et ce afin d'optimiser la prise en charge des malades. Le renforcement de la capacité du personnel exerçant dans ces services par la formation constitue également l'un des objectifs auxquels le ministère s'est engagé depuis quelques années en collaboration avec les facultés, en collaboration avec les instituts supérieurs de santé, les professionnels, les experts en médecine d'urgence, ainsi que leurs collèges. Et là, je voudrais souligner le rôle indéniable que joue votre société
de médecine d'urgence qui, depuis sa création en 2002, a fourni des efforts importants pour le développement de cette discipline et pour l'aboutissement de cette spécialité de médecine d'urgence en 2005. Nous continuerons en outre à consolider le réseau des soins préhospitaliers par la création de nouveaux SMUR qui seront implantés dans les structures d'urgence capables d'assurer leur fonctionnement et d'optimiser la prise en charge des patients. Nous avons programmé également la construction, la rénovation et l'extension des services d'urgence hospitaliers en les dotant de plateaux techniques performants, de ressources humaines nécessaires, des spécialités. Rien que pour cette année 2018, à titre exemple, nous avons inscrit dans la loi des finances une enveloppe de 52 millions de dinars pour la mise à niveau du secteur des urgences. Nous avons accordé de même la priorité de l'affectation de résidents dans cette spécialité et nous allons poursuivre sur cette voie afin d'assurer la couverture de toutes les gardes d'urgence partout dans le pays par les spécialistes dans cette discipline. Comme vous le savez, les urgences concernent aussi la gestion des crises. Vous êtes les premiers à intervenir lors de la survenue d'un accident ou d'un incident grave occasionnant plusieurs victimes. Vous avez su développer en toute occasion et avec succès la collaboration avec vos partenaires pour offrir des soins urgents appropriés aux victimes. Nous l'avons mesuré lors des lâches attentats du Bardo, de Sousse, de l'avenue Mohamed Khamis ou encore lors de l'épopée de Daesh de Ben Guerden. Les services d'urgence sont aussi les premiers touchés par les épidémies qui surgissent. Nous l'avons vécu ainsi cette année lors de l'augmentation de nombre de cas de consultants pour grippe saisonnière qui ont trouvé dans les services d'urgence une prise en charge adéquate. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas sans savoir que votre société, avec le concours de la Société tunisienne de cardiologie, est attelée à concrétiser le plan national infarctus lancé par le ministère de la Santé afin de sensibiliser les patients à appeler le SAMU devant une douleur thoracique suspecte, d'uniformiser les protocoles de prise en charge de l'infarctus du myocarde avec notamment l'aide de l'interprétation de l'électrocardiogramme par l'application Doctor to Doctor et des ateliers de formation pour les médecins de première ligne. D'augmenter aussi les chances de reperfusion dans les délais les plus courts afin de diminuer la morbimortalité de cette pathologie. Et enfin, d'établir un registre national de prise en charge de l'infarctus du myocarde afin de mieux évaluer l'impact de ce plan sur le pronostic des patients. C'est là un travail colossal qui nécessite bien évidemment un soutien tout à fait acquis du ministère, mais aussi un engagement de tous les acteurs et intervenants pour offrir à tous les citoyens une égalité de chance devant ce nouveau fléau qu'est l'infarctus du myocarde qui touche de plus en plus des jeunes. Il faudra donc mieux organiser, mutualiser davantage nos moyens, mieux coordonner pour gagner en qualité, être encore beaucoup plus opérationnel. Mesdames, Messieurs, je termine mon propos en félicitant de nouveau les organisateurs pour les efforts qu'ils déploient en faveur de la formation continue d'un personnel des urgences qui présente de nombreuses particularités. Merci de votre attention. Merci beaucoup, encore une fois, Madame la Secrétaire d'État. On termine cette inauguration officielle par un beau bébé encore, si c'est mieux. Après la Tunisian Journal of Emergency Medicine, la Société tunisienne de médecine d'urgence a commencé depuis l'année dernière l'échographie, le diplôme d'échographie appliqué à la médecine d'urgence. La première promotion est là. Elle a terminé son examen hier et je prends cette occasion, cette belle occasion pour leur délivrer leur diplôme.
Donc, je commencerai par la lauréate et la première de sa promotion, on va dire. La première de sa première promotion, c'est Rimius. Et j'appelle le professeur du secrétaire d'État. Winnie, elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Bon, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Deuxième, Rihab Dimessi. Ensuite, Betbout Semia. J'appelle si Semia Nuera pour lui donner son diplôme. Soumaya Mahdawi. Son diplôme sera donné par notre directeur général de la santé. Directeur, oui. Ensuite, le Khalfallah Asma. J'appelle Sinajib El-Karoui. Jabal Rahma. Sifawzi Added. Akhlas Ben Aïcha. Et j'appelle notre directrice des services communs au ministère de la Santé pour lui délivrer son certificat. Ensaf Dlela, j'appelle mon ami du Maroc, Si Mohamed Mouhawi, pour lui délivrer son diplôme. Faten Missawi. Faten Missawi, et j'appelle notre ami, notre collègue et fidèle à notre congrès, notre ami de l'Algérie, Dr Lormeli. Romel. Ceci Sarah. J'appelle mon ami du ministère de la Santé, Sinaouf El-Somarani, directeur des urgences, pour lui délivrer son diplôme. Monsieur Urgence, oui, Monsieur Urgence. Amr Garrouche. J'appelle pour honorer l'un des... et je le remercie tous, les instructeurs qui ont vraiment passé toute l'année à former toute cette formation, cette promotion. Et j'appelle mon ami Mahdi Belassout. Bon, tout de suite, on va commencer. Rim, Rim, Aga, Aika. Ah, aïe. Bon, c'est moi-même qui va lui livrer le diplôme. Ouais.
Ben, sans tarder, je pense qu'on a pris un peu de retard et on va commencer à donner la parole au modérateur, à commencer cette première séance. Donc, Dr Boursali, vous allez nous présenter la première conférence, le programme. Ben, allez, je me lance. Première conférence, qu'elle va être le programme national de mise à niveau des services des urgences, qui va être présenté par notre chère Madame Sadraoui, qui est directrice générale des services communs au ministère de la Santé, appelée aussi ETF 2020, Emergency Task Force 2020. Madame. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi d'assister au 17e congrès de la Société tunisienne de médecine d'urgence. Il est bien entendu que les prestations rendues au niveau des services des urgences et cette spécialité revêtent une importance capitale dans notre système de santé. Et ayant rapidement pris conscience de cette importance, M. Slim Sheikh a pensé rapidement avec Madame la secrétaire d'État ici présente au mois d'octobre que les urgences sont la vitrine des hôpitaux et que si les prestations sont bien rendues au niveau des services des urgences, ça veut dire que ces urgences sont bien structurées et aussi que l'amont et l'aval de ces structures sont bien organisées et bien structurées. Et c'est pour cela qu'ils ont lancé ensemble cette commission appelée ETF, Emergency Task Force, 2020 qui doit travailler d'ici 2020 pour la mise à niveau et la modernisation des services des urgences dans tout le territoire. Et c'est pour cela qu'on a mis ce programme. Donc, dans cette présentation, il y a, dans une première partie, je vais parler de l'historique du contexte actuel, puis de ce programme ambitieux. J'espère que je vais vous lancer quelques ondes positives pour être optimiste, et on reste toujours optimiste. Alors, d'accord, merci. Donc, pour commencer, pour l'historique, donc en 1996, il y a eu le premier Conseil supérieur de la santé sur les urgences, qui a eu pour objectif d'analyser la situation et faire des propositions pour la réforme de cette spécialité, notamment sur le plan ressources humaines, équipement, formation, organisation et coordination. En 1998, il y a eu l'élaboration de la stratégie nationale de développement de la médecine d'urgence qui reposait sur 3 axes, le préhospitalier, l'hospitalier et la formation. Le préhospitalier, c'est pour le développement des SMUR, des SAMU et des SMUR, pour la coordination avec les autres intervenants, la sensibilisation au premier secours. En hospitalier, il y a eu l'individualisation des services d'urgence, l'aménagement et la rénovation, ainsi qu'on a lancé la chefferie pour les services, qui était rattachée à d'autres services tels que l'anesthésie-réanimation. Il y a eu également une stratégie de formation par l'émission du certificat spécialisé et des modules et des référentiels en médecine d'urgence. Il y a eu en 1998 aussi la création de l'unité de médecine d'urgence, et qui d'entre nous ne connaît pas cette fameuse et importante unité, notamment son unité de Chokroum, qui gère les cas, bien sûr, urgents tous les jours, mais aussi qui a su très très bien gérer les crises que nous avons connues. Il y a eu aussi également une étude économique avec la Banque mondiale et une enquête sur les urgences avec l'OMS. C'est justement pour la mise en œuvre et la mise en application de cette stratégie. En 2000, il y a eu la création de la Société tunisienne de médecine d'urgence et également la création de la Commission nationale de médecine d'urgence. En 2004, s'est produit le 2e Conseil supérieur de la santé sur les urgences pour justement évaluer la stratégie qui a été fixée et pour faire des propositions sur la création de la spécialité de médecine d'urgence. Et c'est en 2005, pas plus tard qu'une année après, qu'il y a eu la création de la spécialité de médecine d'urgence ainsi que le collège de médecine d'urgence. En 2013, il y a eu une réunion à l'Institut Pasteur pour l'élaboration d'une approche normative
pour la gestion du personnel, pour la mise en place des équipements nécessaires au bon fonctionnement des urgences et pour la prise en charge optimale des malades, ainsi que les modalités de fonctionnement des structures d'urgence. Pour vous donner une idée sur l'activité des urgences, d'après les informations et les statistiques recueillies au niveau du ministère de la Santé auprès des différentes structures hospitalières. Donc, en 2006, les derniers chiffres datent de l'année 2016, le nombre de passages aux urgences est de 6 millions, pratiquement 800 passages, dont 24,5% proviennent des centres universitaires, qui sont au nombre de 21, et 31% des structures régionales, des hôpitaux régionaux, et 44% des urgences de circonscription et des centres de santé de base, des centres de soins de base. Et voici l'évolution de l'activité des urgences. En 2000, il y avait 2 225 passages et on est passé en 2016 à 6 780 000. Donc c'est une évolution de 304%, une grande évolution de l'activité. Donc vous devez imaginer avec tout ça l'encombrement, les difficultés de prise en charge et si nos structures ont évolué pour accueillir ce nombre important et cette évolution importante des malades. Par ailleurs, nous savons tous que la santé n'a pas de prix, mais a un coût, et nous n'avons pas mesuré l'impact important de cette évolution de l'activité dans nos structures d'une façon générale, et particulièrement l'évolution de cette activité au niveau des services des urgences. La commission ETF 2020, pour commencer à faire ses travaux, a commencé tout d'abord par faire une analyse SWOT. Et bien sûr, on a identifié quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour ce secteur. Pour les forces, nous avons bien identifié qu'il y a un réseau quand même d'infrastructures assez important. Il y a 186 services d'urgence dans tout le territoire. Il y a eu développement de la spécialité de médecine d'urgence. Il y a eu, nous devons quand même dire que nous avons quand même pas mal de compétences médicales et paramédicales aussi pour la prise en charge des malades. Il y a eu on a connu un grand développement des services d'aval et du plateau technique. Ça demeure toujours insuffisant, mais il y a eu quand même un grand développement. Il y a eu le développement du réseau de transport médicalisé. Et il y a ces dernières années l'INA Santé qui travaille sur un programme ambitieux pour l'accréditation de certaines structures de première, de deuxième et de troisième ligne. Pour les faiblesses qui ont été ressenties, il y a l'absence d'un modèle économique. Le plateau technique demeure toujours insuffisant, notamment en première ligne ou mal exploité, même si les équipements sont déjà installés et sont là. Il y a absence de procédure de gestion des flux des patients, aussi bien en amont qu'en aval. Il y a absence de charte de prise en charge des malades entre les services des urgences et les services d'aval. Et même s'il y a eu des tentatives pour mettre en place des chartes, ça n'a pas été réussi, parce qu'il y a des difficultés de prise en charge des malades, notamment pour des malades qui sont fatigués et pour les personnes âgées. Il y a l'architecture des services qui est inadaptée dans pas mal de structures. Les comités d'urgence qui ne sont pas fonctionnels, la formation du personnel demeure toujours insuffisante malgré les efforts fournis pour cela. Il y a un grand mécontentement des patients et des professionnels de la santé, absence de vision dans la création des services d'urgence et de répartition des ressources. Les opportunités qui sont offertes à ce secteur-là, il y a un engagement, du moins avec ce programme, du ministère dans la restructuration des urgences. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas eu d'engagement. Il y a eu quand même pas mal d'acquis. Il y a l'implication des acteurs de la santé. Il y a un dialogue sociétal dans sa phase 2 qui va parler de la mise en œuvre des recommandations et quels sont les soucis des citoyens. Il y a, comme j'ai dit, le programme d'accréditation. Il y a le programme important de mise en place du dossier médical informatisé et qui a touché les services des urgences dans pas mal de structures. Et ce programme-là devrait être généralisé pour réduire le délai d'attente au niveau des urgences. On va commencer par l'informatisation du plateau technique particulièrement, puisque si on va recevoir les analyses rapidement, on va réduire tout ce qui est délai d'attente et donc l'optimisation de la prise en charge des malades. Il y a le programme e-santé, la médecine de famille et le projet de décentralisation au niveau des régions, qui est un programme
qu'on doit commencer maintenant, puisque c'est prévu dans le cadre de la Constitution, et je pense que si les régions vont commencer à gérer leur propre budget, leur propre personnel, bien sûr, c'est au fur et à mesure, on va déléguer les compétences aux régions, donc ça va faciliter la vie aux hôpitaux régionaux et dans toutes les régions. Il y a également le programme d'une tendance vers la couverture sociale sanitaire généralisée d'ici 2030. Les menaces sont la recrudescence de la violence, le déséquilibre, bien qu'on est en train de, bien sûr, j'espère que la loi sur la violence va apparaître. Il y a le déséquilibre entre les régions et les répercussions sociales qui en découlent. On est en train de le vivre jusqu'à nos jours. Il y a le manque en médecins spécialistes, l'incapacité des urgences à satisfaire la demande, les problèmes récurrents en amont et en aval des urgences et l'absence d'un plan d'action rapide, efficace et efficient. Les objectifs de ce plan de modernisation et de mise à niveau des urgences, c'est bien sûr le principal objectif et l'ultime objectif, c'est la satisfaction des usagers et du personnel. C'est finalement notre souci majeur, à travers une meilleure gestion des services d'urgence sur tout le territoire et bien sûr ce qui doit aboutir à l'amélioration de la qualité des soins. Les axes de mise à niveau de ce programme, donc le premier axe, il y a 4 axes. La prise en charge optimale du patient reste bien sûr le centre de gravité de ce programme, puisque tout tourne autour du patient. Ce programme repose donc sur 4 axes. Il y a l'axe gouvernance. On ne peut pas s'empêcher de parler de la gouvernance avec la mise en place de protocoles de soins, l'informatisation, la mise en place de tableaux de bord pour savoir où est-ce qu'on est, on navigue pas à vue, la mise en place d'indicateurs de performance, l'étude d'une tarification qui répond et qui va, là je parle particulièrement de notre relation et de notre conventionnement avec la CNAM pour pouvoir rentrer dans nos frais, et également pour la mise en place d'un processus de recouvrement. Sur le plan ressources humaines, le programme repose sur le renforcement de la spécialité avec l'optimisation du personnel, avec la mise en place d'un projet de roulement, avec un meilleur organigramme, une meilleure organisation pour le fonctionnement du personnel, avec la mise en place de fiches de fonction et une formation continue. Et quand je parle de fiches de fonction, c'est justement surtout avec le programme d'accréditation que ça doit se passer. Et normalement, les programmes qui vont faire partie des structures à accréditer, ils doivent bénéficier aussi de budgets spécifiques. Et quand je parle de budget spécifique, il n'y a pas uniquement le budget pour l'achat d'équipements, pour tout ce qui est investissement d'infrastructures, mais également pour la dotation en ressources humaines. L'autre programme, c'est l'autre axe, c'est l'axe qualité de soins, également pour la mise en place de protocoles, par la réduction des délais d'attente et par le processus d'acheminement des malades avec le programme d'accréditation. Sur le plan ressources matérielles, il faut bien la mise à niveau de l'infrastructure et l'application d'une approche normative dans la dotation des moyens avec une planification des acquisitions et la maintenance des équipements. Et vous savez tous comme bien souffrent les services si les équipements sont en panne ou si l'infrastructure, la fonctionnalité au niveau des structures n'est pas adaptée à l'activité des services. Donc, les structures qui sont ciblées par ce programme, bien que je me rappelle, Madame la Secrétaire d'État, que Cécile Cheikh a toujours dit qu'il faut cibler toutes les structures, les 180 structures. Mais dans un premier temps, et pour un programme de 3 ans, on a dit que c'est un peu difficile. On va prendre des repères. Et on s'est fixé que ce programme-là, qui va durer 3 ans, on va mettre des critères. Le premier critère, c'est les urgences qui ont une activité supérieure à 60 000 passages par an. Et le nombre est à peu près de 66 urgences sur les 186. Le deuxième critère, c'est le programme PAX, le programme d'appui à la compétitivité des services. Et là, il englobe 15 structures qui ont participé au projet d'accréditation. Ils doivent obligatoirement faire partie de ce programme. Nous avons tenu compte aussi des projets qui sont en cours ou qui sont programmés. Donc, on ne peut pas les exclure puisque le financement y est, puisque même pour certains services
pour la construction, les projets sont là et les plans sont là, donc on ne peut pas les exclure, ils sont bien impliqués dans ce projet. Et bien sûr, une composante importante que nous ne devons pas oublier, c'est les régions, puisqu'il y a certaines régions qui ne sont pas programmées dans le programme PAX, qui ne font pas partie des projets en cours et qui ont une activité assez moins importante que les 60 000 passages par an. Donc on va faire le choix pour certaines régions. Par rapport au soutien du secteur des urgences, Madame la secrétaire d'État vient d'annoncer qu'au niveau de la loi de finances de 2018, on a programmé une enveloppe budgétaire de 52 millions de dinars, c'est effectivement dans le cadre de ce programme-là, et qui va toucher toutes les structures qui seront identifiées. Il y a un autre projet aussi, c'est le PAZD3, le projet d'appui aux zones défavorisées, qui va toucher les structures sanitaires de première ligne. Ce projet-là, on l'a appelé Sahaziz, qui bénéficie d'un financement de 20 millions d'euros pour 72 mois et qui va toucher ces régions. Mais on a inclus dans ce programme les 3 SAMU, 12 SMUR, 49 urgences dans les hôpitaux de circonscription et 14 urgences de centres de soins de santé de base. Donc, les parties prenantes dans ce projet, donc le TF2020, elle est au centre puisqu'elle va faire appel à différentes compétences et à différents pouvoirs pour pouvoir réussir dans la mise en place de son programme. Bien sûr, en premier lieu, l'ETF, c'est les acteurs de la santé, mais elle ne peut pas s'empêcher de faire impliquer toutes les directions générales et toutes les structures dépendantes du ministère de la Santé pour pouvoir lui apporter l'appui qu'il faut. Et nous avons par ailleurs les autres instances publiques, la CNAM, l'ENA Santé, la protection civile, la santé militaire, la santé au niveau du ministère de l'Intérieur et le collège de médecine d'urgence. Nous avons aussi besoin des sociétés savantes, la Société tunisienne de médecine d'urgence, l'Organisation tunisienne de la défense du consommateur et le dialogue sociétal qui est devenu maintenant une instance. Par rapport aux instances privées, nous avons pensé à faire participer les cliniques, les permanences médicales et le transport médical. Donc les prochaines étapes pour ce programme, j'ai mis en premier lieu la constitution de l'Emergency Task Force et j'ai dit que cette commission est déjà constituée. Sauf qu'on avait parlé tout dernièrement, moi-même avec Dr Somrani, que nous devons mettre à jour cette commission d'une, et de deux, la créer officiellement par un arrêté de Monsieur le ministre pour que ça soit aussi une unité officielle qui peut avoir, pour assurer la pérennité de ces travaux. Donc on va la créer officiellement et on va procéder à la sélection des établissements. Le détail de ce plan d'action, ça c'est les grandes lignes, mais nous devons rentrer dans le détail des actions à entreprendre et à un planning dans le temps. Et puis, pour assurer d'une part la pérennité et d'autre part la généralisation progressive de ce projet, nous avons prévu 52 millions de dinars pour 2018. Nous devons continuer pour les années d'après et chaque année on doit œuvrer pour avoir une ligne budgétaire. Et nous allons essayer aussi d'introduire la mise à niveau des urgences en tant que gestion par objectif dans nos plans d'action et dans nos programmes de discussion avec le ministère des Finances comme axe de gestion par objectif pour avoir le financement d'une année à l'autre. Et merci pour votre attention. Merci Madame Sadraoui pour la qualité de cette présentation. Une très belle rétrospective, un état des lieux réel et vraiment le cliché de ce qui se passe dans nos urgences actuellement et une projection dans l'avenir avec une vision à la fois futuriste, mais ce qui est super bien et assez prometteur, réaliste. Oui. Réellement, merci pour la qualité de cette présentation. Et je pense qu'on va attendre la deuxième intervention pour discuter ensemble parce que secteur privé, secteur public, surtout pour les urgences, le travail se fait ensemble. Donc j'appelle tout de suite Dr Kefi ou Dr Gilmemi pour la présentation de la médecine d'urgence dans le secteur privé. Faut-il légiférer? Ni l'un ni l'autre?
Donc, je préfère qu'on démarre la discussion sur le sujet de la médecine d'urgence avec donc ce positionnement dans le temps. Et j'ouvre la discussion à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle en ce qui concerne l'avenir, le présent et l'avenir de la médecine d'urgence? Je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes urgentistes qui veulent s'exprimer. Alors je dis qu'il ne faut pas être inhibé, il faut le dire. Vous avez la chance d'être devant des décideurs. Donc il faut parler franchement et à cœur ouvert. Mounir, vous n'êtes pas un jeune, mais c'est pas grave. Un vieux, mais encore jeune. Moi, je veux exprimer, surtout en présence des chers universitaires, certaines inquiétudes concernant la formation académique et notamment clinique des stages en médecine d'urgence. Malheureusement, dans le programme qui est de réforme des études médicales, qui est la médecine de famille, la place, je considère particulièrement, moi qui est médecin de la santé publique, qui a passé toute une carrière, on a à peu près 25-26 ans, en médecine d'urgence, que la formation qui est allouée lors des stages, notamment internat, est insuffisante pour la formation des futurs médecins de famille en Tunisie. Au maximum, ils vont passer entre 2 jusqu'à 4 mois. Et ça, je considère que ça, c'est grave. Maximum, entre 2 mois, ça sera, c'est ce qui est prévu en général. Et là, parce que un bon médecin urgentiste ou un bon médecin de famille ou un médecin généraliste, et avant tout, il a la capacité de gérer les urgences, puis de gérer le reste. Moi, je considère que la médecine, en général, c'est d'abord les urgences, sauver la vie, puis gérer le reste. Et ce qui est alloué dans ces stages est vraiment très peu pour la formation des futurs médecins de famille. Merci beaucoup pour cette question. Je partage parfaitement votre avis. Et je pense qu'il est actuellement très important. Nous attendons imminemment les élections du Collège national de médecine famille, qui est certainement responsable de répartir de façon similaire les stages dans les 4 facultés. Parce que le cas de Tunis, pour la médecine de famille, c'est 4 mois obligatoires, plus les gardes quand ils sont dans les autres services. Chaque fois qu'ils sont dans un hôpital, de par leur statut d'ailleurs, ils font les gardes dans les urgences. Donc c'est vrai, et ce n'est pas que pour la médecine d'urgence. Nous avons vu pas mal de disparités dans le cursus de médecine famille, et je pense que c'est le rôle du collège. Réellement, je n'arrête pas de le dire depuis un mois, depuis les revendications, que le ministère de la Santé, il est là pour l'accompagnement, tout ce qui est académique, c'est les facultés, et là, pour la médecine famille, c'est les collèges, et là, je crois qu'au plus tard, nous aurons un collège élu avec un président vers enfin, je n'ai pas les dates exactes, mais au plus tard, mi-avril. Donc, ils doivent absolument se repencher sur le cursus pour l'unifier. Voilà. Oui. Allez-y. Donc, merci, Dr Nuira. Vous avez bien dit, on profite de la présence des décideurs. Depuis les années 90, on lutte et on rêve pour la médecine d'urgence. Et Dr Nadia Boukaroui sait très bien comment on a lutté pour avoir ces spécialités en Tunisie. Mais quand je vois cette stratégie, avec le vide juridique qu'on a actuellement,
pas de statut d'ambulancier jusqu'à maintenant. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas un titre, il y a un vide juridique pour le titre ambulancier jusqu'à ce jour. C'est vrai, on est en train de former les ambulanciers, mais qu'appelle-t-on ambulancier? On parle de la CNAM. Malheureusement, dans la nomenclature de la CNAM, le terme urgence n'existe pas. Comment vous voulez que la CNAM rembourse, monsieur tout le monde? Nous, en tant que citoyens, la CNAM ne va pas nous rembourser parce que dans la nomenclature de notre ministère, il ne figure pas le terme urgence. Depuis les années 90, on parle de la médecine d'urgence. Notre secrétaire d'État, j'aurais aimé voir l'organisation du Croissant Rouge tunisien dans le plan stratégique de notre ministère, parce que en tant que secrétaire général du Croissant Rouge, le Croissant Rouge tunisien a une place, surtout pour la formation communautaire en premier secours. Et pour un arrêt cardiaque, c'est le premier témoin qui sauve la vie, c'est pas l'arrivée du SAMU. Et la troisième question, la partenariat, est-ce que vous avez pensé à la partenariat entre public et privé en médecine d'urgence? Merci. Merci. Je vais essayer de répondre et d'apporter quelques éclaircissements. Bon, je n'ai pas retenu tout, mais je vais essayer de le faire, n'empêche. Ce matin, j'ai appelé... comment? Oui, je vous connais, je connais votre persévérance. Et vous connaissez la mienne aussi. Donc, sans problème. Ce matin, on a soulevé ce problème avec mon ami Naoufel Somrani concernant le statut de l'ambulancier. Ne pensez pas que le ministère est resté bras croisés depuis des années. Le projet de statut de l'ambulancier, martout à table ou chez les autorités, vous le savez. Donc, pour nous, c'est une conviction. D'ailleurs, le poste d'ambulancier au niveau des hôpitaux, la formation, ils ont passé l'examen. Il y a ici notre ami docteur Semir Abdelmoumen en est témoin, les urgentistes aussi. Et c'est pas n'importe qui, on a fait les nouvelles, la promotion, cette formation, et on est en train de batailler et de lutter pour qu'on ait ce statut-là particulier. Pour des raisons autres que inti ta'rafhom وحكينا فيهم كي جيت بحذايا le bureau, mais n'empêche que شادين فيهم صحيح. On va arriver. Vous avez parlé de notion de médecine d'urgence et CNAM et ainsi de suite. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est l'apanage du ministère des Affaires sociales. N'empêche que nous, ministère de la Santé, ce n'est pas un désengagement. On est en pleine réforme et c'est une très grande réforme qu'on est en train d'observer. Les résultats ne sont pas encore là, mais on est à notre première année de projet de réforme et vous savez très bien qu'un système sans évaluation ne peut pas fonctionner. Et c'est avec ces évaluations, اللي كارهم صاروا عام 2010 وعام 2015 مش يصيروا en 2018, mais heureusement, اللي توا الناس الكل آمنة اللي فما évaluation باش يدخل d'autres groupes homogènes de malades, les DRGs, d'autres spécialités, et même s'il le faut, est-ce qu'on a réussi cette réforme de Caisse nationale d'assurance maladie? Et vous êtes tous d'accord, je suppose. Fama plaque Madame Sadraoui, il y a les différents intervenants et partenaires. Quand on parle de société civile, d'associations, de dialogue sociétal, vous savez très bien, Croissant Rouge, qui va émerger, mais on ne va pas tout citer. Ça, c'est un ébauche de travail. C'est une projection, oui, après, on va rentrer dans le détail du détail. Et ne pensez pas qu'on a une politique d'exclusion, loin de ça. On essaie de faire participer tout le monde. Et pour le partenariat public-privé, Martouta Louta Alissar, notre ami Fawzi Haded, sa présentation, donc on ne peut pas revenir à la présentation de Madame Sadraoui, mais là où il y a la plaque avec 1, 2, 3, 4, et le partenariat public-privé, Zedahoua Shiarna. Merci.
Any more question? دونك Oui. نستغلوا الفرصه زاد الوجود لي ديسيدور. دونك محمد قريع دونك جو سوي ميدسان جينيراليست. Micro, s'il vous plaît. دونك محمد قريع جو سوي ميدسان جينيراليست يورجونس قبلي. دونك حبيت نستغل الفرصه الوجود لي ديسيدور تاع المينيستير باش نلفت انتباهكم شويه للوضعيات الخاصه للمناطق الداخليه. مهم ياسر باش نشوفوا الامور بالكبير، مهم باش يكون عندنا ان بلان دو ريفورم، مهم باش يكون عندنا دي بيرسبكتيف كيما هكا. اما زاد لي بتي ديتاي يعملوا كل شيء. لي بتي ديتاي مثلا نحن عندنا ان ميدسان دونك نوفيلمون ريكروتي بعد كيلكو موا دو سيرفيس دونك elle a été mutée sans concours sans remplaçant. نحن توا on est 8 médecins entre les urgences et les SMUR. Tous les week-ends on n'a pas de scanner, on n'a pas de radiologue, on a le scanner, on n'a pas le radiologue. صار عندنا اتونتا تيروريست، طلبنا الشيك روم تاع الوزاره طلبناهم باش يتعاونونا باش يلقاو لنا سكانير دونك في الجهه ينجم ياخذ لي بولي تروماتيزي ياخذ لي بليسي بار بال. دونك الشيك روم تاع الوزاره قال لنا راهو اون بو ريان بور فو، عندكم لي ستاندار كلموا السبيطارات في حاله نتاع اتونتا تيروريست. دونك فرصتي باش نلفت لكم انتباهكم للجهات الداخليه والمسين ديجونس بصفه عامه. شكرا. Merci. Docteur, j'aimerais bien vous remercier pour votre clarté et surtout votre engagement dans les régions. Nous ne cessons de dire que l'effort alloué par les médecins et les paramédicaux dans les régions est énorme par rapport à d'autres structures. Réellement, je tiens à vous féliciter parce que y a un problème de moyens, il y a aussi un problème de ressources humaines. Mais nous en sommes tous conscients. Et on ne peut pas nier les efforts alloués aussi par la tutelle. Et là, je tiens à féliciter l'unité de médecine d'urgence et le shock room et à leur tête le docteur Naoufel Samrani, parce que réellement, s'il y a une personne dans ce pays qui est de garde tous les jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est bien cette structure avec docteur Samrani. Donc, les efforts qui sont alloués au niveau du ministère par rapport aux structures d'urgence dans les régions. Premièrement, dans ces régions, faute, et je dis bien, faute de ressources humaines, on a été pompé par ce programme de permanence dans toutes les structures universitaires, malgré la plainte des dirigeants médicaux, les dirigeants paramédicaux et aussi administratifs. Et nous avons tenu à continuer ce programme justement pour essayer de mettre en place une solution immédiate en attendant le moyen et le long terme. Et dans le moyen et long terme, il y a plusieurs actions. Il y a les résidents des régions qui vont arriver. Il y a un programme, et vous avez très bien vu la présentation de Madame Sadraoui, comme je vous l'ai dit, extraordinaire parce qu'elle est futuriste et réaliste, et en essayant d'inclure toutes les structures, avec un programme de mise à niveau adéquat et adapté. Je comprends votre désarroi et j'aime bien votre franchise, mais une réponse qui a peut-être émané du shockroom, je peux vous garantir, qui est déplaisante peut-être, mais je peux vous garantir qu'on fait faire au shockroom plein de travail qui ne lui revient pas. Sachez qu'au bout du fil, vous avez une personne qui est de garde 24 heures sur 24 et elle a un travail bien défini, et elle a un travail de coordination, de collecte de données, de suivi, d'information. Elle ne peut pas se substituer au médecin traitant. J'étais pendant 10 ans aux urgences comme premier responsable, 15 ans auparavant comme deuxième responsable. Je n'ai jamais appelé le shockroom pour un transfert de malade. Parce que je sais que ce n'est pas du tout son rôle. C'est vrai que quand on est dans une difficulté monstre, que par exemple, comme on le vit pour les immolations, des agressions de la part de la population, c'est un peu spécifique, on peut et on doit intervenir. Mais on ne peut pas dévier le rôle du shockroom, qui est actuellement
à l'échelle arabe et à l'échelle régionale et à l'échelle internationale réellement une fierté. Nous avons présenté le projet de Chokroum dernièrement في مجلس العرب وزراء العرب. Ils étaient tous bouche bée devant ce projet et je tiens encore une fois à reféliciter Dr Samrani. Donc réellement, c'est pas pour protéger l'unité d'urgence, mais c'est pour vous dire qu'elle fait un travail énorme. Elle ne peut pas se substituer aux médecins de garde. Mais nous sommes là, nous sommes à votre écoute quand il y a des difficultés. Nous sommes là pour vous accompagner. Et je vous garantis, au nom du ministère et de tous les responsables, que les urgences sont une priorité. La preuve, le TF 2020. Merci. En tant que médecin généraliste exerçant dans les services des urgences, je voulais savoir, dans le cadre de cette occasion, pourquoi le master de médecine d'urgence a été supprimé de la faculté de médecine de Tunis. Bon. Hein? Bien, au mois de... oui. Alors si je peux avancer une réponse à ce master, moi je pense que il n'est pas... il est indéniable que ce master a donné beaucoup et a été d'un grand intérêt pour de nombreuses institutions d'urgence dans tout le pays. Ça, personne ne peut le nier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre donne depuis quelques années, c'est l'émergence de la médecine d'urgence en tant que spécialité. On peut dire que l'un n'est pas contre l'autre, je suis d'accord, mais peut-être, ceux qui l'ont arrêté, ce diplôme à Tunis, je pense que ce n'est pas le cas ailleurs, l'ont fait peut-être avec cet esprit qu'il y a maintenant une spécialité qui s'appelle la médecine d'urgence. C'est vrai qu'on ne peut pas concevoir, par exemple, ici on a un cardiologue, qu'on fasse un diplôme de cardiologie maintenant parallèle au résidenat de cardiologie. C'est peut-être dans ce sens que ceux qui ont décidé d'arrêter ce diplôme, donc c'est le raisonnement. Voilà, je pense que Fawzi, peut-être vous allez enchaîner sur cette idée. Allez-y. Non, c'est tout. Un mot pour Madame le secrétaire d'État. Merci. Moi, je vais terminer avec deux petites réflexions. On a annoncé des chiffres, on est avec des urgentistes, avec des généralistes, on a dit 6 780 000 de consultations, de passages, je dirais, par les urgences. Mais la question, en tant que tutelle, la vraie question, c'est pourquoi on a ces 6 780 000 passages. C'est une fierté pour la spécialité, mais pour nous, en tant qu'administration et en tant que pouvoir public, pourquoi ces 6 780 000? C'est que quelque part, notre première ligne de soins est un grand point d'interrogation, la deuxième ligne de soins aussi, et pourquoi, pour certains, entre guillemets, cette solution de facilité. Et donc, peut-être ça va être des thèmes débattus dans le congrès comme je dis. Le deuxième élément, qui notre cher docteur Samahni, pour votre intervention, mais j'ai compris à peu près votre souci à la manita Chokroum et ainsi de suite. Moi, je suis parfaitement d'accord, Mac. Chokroum qui t'amène c'était des circonstances assez particulières. Ou بعد بشوي l'émission les attributions تاعو عمل تزيد. خاطر علاش حاطين الشوكروم وتوا réellement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Comme chaque système, il y a des forces et des faiblesses. Et moi, les faiblesses, انت تعرفهم. لكن انا عندي عليهم بعض الاجابات. باش نحكي لك les forces. Sachez que les وقت يصيروا les attentats ولا اي مصيبه في البلاد catastrophe, on est les premiers à être informés et on est les premiers à informer à très très haut niveau. نحكي حكاية باردو خاطر عشتها أنا ونوفل السمراني en 2015.
Bardo, les urgentistes étaient sur place, que je salue, Benahne. Wazir Saha ma fi Belouche. Il était fichaine radio. Et Chokroum, le plan rouge, il le plan, parce qu'entre plan blanc et rouge, il y a un monde. Et les secouristes étaient déjà sur place, et nos médecins étaient sur place, et le ministre n'était pas encore informé. C'est pour vous dire, Madame, les forces, et je l'ai en mémoire. Le transfert dit j'utilise bien le terme le patient et ainsi de suite. Le ministère de la Santé est actuellement sur un très grand projet le vrai partenariat. On arrête de dire jumelage, le conventionnement. On va choisir, on va choisir, mais la première, la deuxième et la troisième ligne de soins seront concernées ce vrai processus de partenariat réel où on va impliquer les 4 facultés, on va impliquer vraiment tout le monde et qui seront signataires. Les textes mawjoudin min 2004 ils sont plus d'actualité. C'est ce qu'on est en train de réviser et ça va devenir de l'automatisme. On connaît le circuit du patient et ce processus de partenariat va engager même la formation. On se déplace de la 3e ligne vers la 1re ligne, 2e ligne pour la formation et c'est ce qui doit être réellement notre promotion doit être axée aussi sur la formation et non uniquement sur le transfert des patients. Et j'espère avec ces 2 projets, quand ils verront le jour, un système de soins. Merci pour l'assistance, merci tout le monde et je cède la parole à... Il n'y a plus de questions parce qu'on m'avait dit... Il n'y a plus de questions. Non, une dernière question. Oui, Erel. Non, juste pour la conférence qui n'a pas réalisé, on a invité Dr Gelmemi, on a invité, malheureusement il est à l'étranger, et il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui n'est pas venu, et je l'appelais depuis 5 minutes. Je pense que ce thème quand même m'est très cher pour moi. Faut-il légiférer la spécialité de médecine d'urgence dans le secteur privé? Je sais que beaucoup de jeunes, notamment, se posent cette question. Et c'est pour ça qu'on a essayé l'année dernière d'aborder ce sujet, mais on n'a pas répondu correctement à la question. On a essayé encore une fois cette année, en essayant de montrer les objectifs à celui qui allait présenter à la conférence. Mais moi, je suis sûr et certain que légiférer la médecine d'urgence dans le secteur privé, on va y arriver. Parce que le jour d'aujourd'hui, le secteur privé, on le sent d'ailleurs, dans les services d'urgence, il en demande qu'il y ait des gens au moins qui ont la compétence de médecine d'urgence ou qui ont la spécialité de médecine d'urgence. Et je pense que ça devrait être légiféré dans l'horizon, moi je suis un peu optimiste, 2030, peut-être 2040, 5 ans. En tout cas, moi j'y crois et je vais me batailler pour ça, pour trouver réellement une issue à notre spécialité, même dans le secteur privé. Oui, moi je voudrais bien écouter peut-être les décideurs, ils peuvent peut-être donner leur avis. Alors, si ce n'est pas eux qui la tâche de donner la décision, peut-être ils peuvent l'ébaucher, au moins avec leur conviction. Alors, je ne sais pas si Madame la secrétaire pourrait envisager un jour de... Secrétaire d'État, oui. J'ai dit quoi? Alors, est-ce que vous avez peut-être l'idée ou la perspective de voir un jour nos cliniques se doter de véritables urgentistes? Est-ce que vous avez imaginé un jour que ceci... Hein? Najib, le père de la médecine d'urgence, il va nous en parler. Riyad, il m'a facilité la tâche parce qu'il parle 2030-2040, donc je ne suis pas concernée. Je cède la parole.
Merci. Je pense que la question n'est pas tellement une question de décideur. Le point où ça bloque et qu'il faut savoir présenter pour rassurer, ce sont les autres spécialités. Parce que le médecin d'urgence, s'il va être renforcé, on va dire, ces spécialistes vont entrer dans les cliniques, il va faire barrage à tous les médecins derrière qui comptent sur ce recrutement des urgences pour avoir des patients. Si le médecin des urgences va lui prendre en charge ses patients, si lui va avoir le pouvoir de les dispatcher, s'il va les hospitaliser aux urgences comme ça se fait maintenant dans les hôpitaux, ça va gêner et les résistances vont venir de là et uniquement de là. Je pense que le ministère n'aura pas de mal à dire qu'il faut augmenter la compétence des personnes qui reçoivent des patients urgents dans le privé. Il faut que les autres spécialités, il faut organiser la relation entre ce médecin des urgences, la limite de là où il va aller dans le service et quand est-ce qu'il va... Et est-ce que c'est lui qui va décider de passer ce patient à tel ou tel autre spécialiste, etc. Je cède la parole à Madame la directrice générale. Merci. Professeur Karoui donc a bien montré les limites dans les médias, mais je pense que réellement pour les dates annoncées, je souhaiterais peut-être la première date plutôt que la deuxième date par le professeur Boukef est plus proche de la réalité. Ce n'est pas du tout une vision négative, mais quelqu'un qui nous manque aujourd'hui, c'est bien notre juriste, M. Fawzi Yousfi, qui m'a appris quelque chose qui est très importante, me dit que les textes suivent, ils ne précèdent pas. Réellement, donc, il faut que la médecine d'urgence s'installe et s'impose. Et elle s'impose à travers les compétences. Et nous sommes tous confiants. Moi, je suis très confiante dans l'avenir de cette discipline. J'y ai vécu, j'y ai grandi et j'ai vu comment elle a franchi les pas. Déjà au niveau hospitalier, avec tous les services rendus, et il y a beaucoup de freinages et beaucoup de difficultés vécues qui ont été dépassées grâce à la compétence de tous. J'ai confiance dans notre jeunesse, j'ai confiance dans nos urgentistes. Je suis sûre qu'ils vont agir aussi bien au niveau de l'hôpital, parce que c'est toujours l'hôpital la référence. C'est toujours l'hôpital le miroir de la pratique médicale. Et cette pratique qui est actuellement ancrée au niveau des hôpitaux, au niveau des urgences. Donc, et là, j'ouvre juste une petite parenthèse, ne vous plaignez pas quand on vous accapare certaines tâches. Et ne vous plaignez pas quand on vous lâche certaines tâches, elles vous reviendront par la suite dans votre pratique quotidienne. Et à partir de là, les textes suivront. Donc réellement, ce n'est pas la première chose qu'il faut mettre, c'est s'installer avec toute la compétence requise, et c'est ça ce qui va imposer et préparer le terrain des textes. Nabia, juste pour revenir... Juste, bravo, Dr Boukef, et pour toute l'audience, l'urgence est régie par notre Conseil de l'ordre des médecins. Pour avoir une urgence privée, il faut avoir une autorisation préalable au Conseil de l'ordre, mais malheureusement, notre Conseil de l'ordre, c'est l'urgence à partir de 7h du soir ou 7h du matin. Donc, on ne peut pas avoir une urgence privée pendant la journée. Comme si le pic des EDM, ce n'est pas à 10h du matin. Donc ça, c'est le vide juridique qu'on a actuellement. Quand on passe par notre administration au ministère pour avoir un centre d'urgence privé, on a le droit, un centre spécialisé en médecine d'urgence. Il n'y a pas un cahier de charge jusqu'à ce jour. Donc le problème des urgences, mes amis, mes confrères, consoeurs et mes maîtres, c'est un problème juridique pur et simple. C'est le vide juridique qui laisse cette belle spécialité ne peut pas être autonome en médecine d'urgence. Et par ma petite expérience, 10 ans en tant qu'urgentiste dans le secteur privé, la morphine, ne le sait pas, ça n'existe pas dans les urgences des polycliniques de la Placette, par exemple, sans citer des cliniques au Grand Tunis, parce que si on utilise la morphine, il faut que le réanimateur de la clinique autorise et le patient doit être obligatoirement hospitalisé, juste pour une petite ampoule de morphine. Et nous, en tant que société savante ici,
on parle de la douleur préhospitalière et la prise en charge des ETM et tout ça. Donc, c'est le problème, croyez-moi, c'est un problème de volonté politique, de première chose. Et politique, c'est pas vous, Madame Falfo, ni notre confrère, notre secrétaire d'État. Si on veut la médecine d'urgence se développe, qu'on accélère les acquis. Merci. Non, j'aimerais bien revenir là-dessus. Politique, je suis certaine que non, et nous devrons œuvrer pour que ce soit non. La santé et la médecine, il ne faut pas que ce soit politisé. Alors, je reviens à l'ordre des médecins. Je crois que la conduite de l'ordre des médecins, qui a toujours été ancienne, c'est parce que tout simplement, la définition de la médecine d'urgence, telle qu'elle se pratique dans les urgences dites privées en ville, elle concerne les urgences ambulatoires, les consultations non programmées, je dirais. Ce n'est pas réellement la définition des urgences telle qu'elle est actuellement, qui fait face à tout type de pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou autre, et qui doit avoir immédiatement et disponible tous les moyens d'exploration, tous les moyens d'un acte extrêmement urgent, qu'il soit chirurgical, cardiovasculaire ou autre, une salle de cathé derrière. Donc vous imaginez, tout ça, c'est obligatoirement un établissement de santé, qu'il soit public ou privé. Donc le Conseil de l'ordre, ils ne sont pas là, mais je vais parler en leur nom, ils vont certainement suivre une fois que toutes ces définitions sont classées et bien faites. Et dans l'ETF, l'Emergency Task Force, il y a une partie donc, de légifération. Et pour voir ces textes et pour voir cette juridiction, il faut qu'on définisse. Et il est peut-être opportun de définir, pas seulement pour le secteur privé, mais pour le secteur public aussi, des urgences de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et quand on met des urgences de niveau 1, où il n'y aura pas d'exigence de niveau 3, eh ben, on peut envisager les structures d'urgence qui travailleront, qui fonctionneront 24 sur 24 en ville. Donc réellement, comme je vous l'ai dit, aussi bien le texte que le Conseil de l'ordre, que les pratiques sont entreliées, mais ça suit. C'est les pratiques, c'est les compétences qui s'imposent, c'est le besoin exprimé, et par la suite, le reste suit. Je suis très optimiste pour ça. Merci. Merci, Nabiha. Je pense qu'on a terminé cette discussion. On passe donc aux nouvelles recommandations 2017 de la prise en charge du syndrome coronarien aigu, ST+, avec le professeur Fawzi Adet. Donc, à vous la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de la Société tunisienne de médecine d'urgence, leur président, mon maître, le professeur Semenuela, et puis tout son bureau, bien évidemment, mon ami Elias Boukef. Je remercie le laboratoire Boehringer de m'avoir associé à cette session, et puis tous les représentants du ministère, Madame Bolsali, pour tout le travail qu'ils font, et puis pour la relance du plan Infarctus, et aussi Madame la secrétaire d'État qui était là, et tout l'effort qui est en train d'être fait pour remettre en place le plan Infarctus. Alors on m'a demandé de vous parler des nouvelles recommandations dans la prise en charge des STEMI. Vous savez que le syndrome coronarien aigu, c'est quelque chose de fréquent, c'est quelque chose de grave. Juste à titre d'exemple, on parlait de 6 millions de passages aux urgences en Tunisie. Il y a 1,5 million d'hospitalisations, d'admissions pour syndrome coronarien aigu dans les urgences aux États-Unis. Majoritairement, bien sûr, c'est de l'angor instable du non-STEMI, plus de 1 235 000 STEMI. En Tunisie, on est touché par cette épidémie de syndrome coronarien aigu de par le vieillissement de la population tunisienne. Vous savez que la population tunisienne est la population la plus vieille d'Afrique, avec un âge médian de 31 ans. Nous sommes les champions d'Afrique en matière de tabagisme, le 26e mondial, et vous savez la place du tabagisme dans les syndromes coronariens aigus. Un Tunisien sur 3 de plus de 15 ans est hypertendu, et 15% de la population de plus de 15 ans a un diabète, et dans certaines régions du Sahel notamment, vous avez jusqu'à 25% de diabétiques. Donc c'est pour vous dire, bien évidemment, la gravité, le fléau qui est en train d'arriver. Nous sommes
en pleine épidémie de syndrome coronarien aigu, et bien évidemment, il va falloir traiter tout ça. Alors on va se baser sur les recommandations de la Société européenne, et toute dernière, mois de juillet 2017. En tant que Société tunisienne de cardiologie, nous participons aussi à ces recommandations de la Société européenne, et on va voir d'ailleurs si on les applique ou pas dans la vraie vie. Il faut savoir juste une chose, c'est que sur un plan pédagogique, et ça c'est très intéressant, c'est que maintenant il y a des couleurs. Le vert c'est pour la classe 1, le jaune c'est pour ce qui devrait être fait, le orangé c'est ce qui pourrait être fait, et puis le rouge c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les recommandations de classe 3. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau entre 2012 et 2017? Vous voyez que la voie radiale, j'appelle ça la voie royale, est passée au vert. Actuellement, lorsqu'on fait une angioplastie à la phase aiguë d'infarctus du myocarde, c'est par voie radiale, ça diminue la mortalité, c'est le stent actif qu'il faut utiliser. On peut faire maintenant de la revascularisation complète et pas seulement l'artère coupable. La thromboaspiration qu'on faisait de façon routinière n'est plus autorisée, on va la sélectionner dans certains cas. La bivaluridine qui était au vert est passée au jaune. L'enoxaparine qui était en orangé est vue rehausser et est passée au jaune. Et puis maintenant, on a tendance à sortir rapidement des patients. Quasiment au bout de 48 heures maintenant, un infarctus du myocarde est déjà chez lui. L'oxygène toujours dans le vert, mais au lieu de 95%, c'est 90%. Vous n'allez mettre de l'oxygène que si la saturation est à moins de 90%. Et vous voyez que la ténectéplase, qui est le thrombolytique de référence, on a maintenant, après les résultats de l'étude STREAM, on doit mettre une demi-dose pour les patients de plus de 75 ans. Alors on va voir comment on applique ces recommandations à travers un cas clinique, un cas de la vraie vie. C'était moi qui étais de garde, donc je vais vous donner mon expérience, mon vécu et les difficultés qu'on a justement parfois à suivre les recommandations. Patient âgé de 48 ans, tabagique, 60 paquets années. Il consulte le 14 janvier 2018, donc c'est un jour férié, c'est un dimanche. Rappelez-vous, on a manqué un jour férié. C'était un dimanche. Il arrive par ses propres moyens aux urgences de Mahmoud El Matri à 1h30 du matin. Donc aussi, il arrive à 1h30 du matin pour douleurs thoraciques évoluant depuis 1 heure. Sur le plan hémodynamique, il est stable, sa saturation est à 95%. Alors bien évidemment, les recommandations sont claires. On commence par un électrocardiogramme. 12 dérivations, ça c'est le minimum, le SMIG. Et puis on peut faire du V7, V8, V9, du V3R, V4R si c'est un IDM inférieur. Ne le faites jamais sur un infarctus antérieur parce que vous allez toujours avoir un sus-décalage. Et il n'est autorisé que sur le CG inférieur, l'infarctus inférieur. Et puis bien évidemment, on fait en routine un prélèvement pour des troponines hypersensibles aujourd'hui, mais bien évidemment, ils ne vont pas retarder la prise en charge de l'infarctus du myocarde. Voilà l'électrocardiogramme, et déjà, première difficulté, regardez la qualité des électrocardiogrammes que nous avons aux urgences, et ça, c'est quelque chose aussi rapidement à corriger, une mise à niveau, parce qu'une fois qu'on a fait l'électrocardiogramme, vous voyez là, vous avez un sus-décalage en antérieur, donc c'est un infarctus antérieur, il est à 1h30. Il arrive très très tôt, et au moment où on a fait l'électrocardiogramme, au moment où on a fait le diagnostic d'infarctus du myocarde, c'est le first medical contact, c'est le premier contact médical. Et ce moment-là, il est crucial parce que c'est là où vous allez mettre le chronomètre. Là, on est à T0. Au moment où on a fait le CG, au moment où il y a l'infarctus du myocarde, vous devez mettre un chronomètre, et je vous invite aux urgences à avoir un chronomètre et mettre le chronomètre. Vous avez 10 minutes. Si vous avez décidé de thromboliser, de mettre en route la thrombolyse ou de donner l'alerte et de transférer le patient dans un centre de cathétérisme. 10 minutes, car vous le savez, chaque minute compte. Ce patient arrive très tôt. Dans les 2 premières heures, vous diminuez la mortalité de 50%, vous diminuez l'extension de l'infarctus du myocarde et toutes les complications qui vont arriver d'insuffisance cardiaque, indépendamment que ce soit un infarctus antérieur ou un infarctus inférieur. Et puis quelque chose de très important, et je le souligne chaque fois, c'est que toute minute que vous allez perdre au moment de la prise en charge, regardez, pour 30 minutes de retard de prise en charge, vous augmentez la mortalité à 1 an de 7,5%. Un autre chiffre à retenir, pour 3 minutes de retard, vous augmentez à 1 an la mortalité de 1%. Ce qui veut dire que le retard que vous allez avoir aux urgences, ça va avoir un impact non pas seulement sur le pronostic immédiat ou à moyen terme, mais vous voyez déjà à 1 an. Donc tout se joue lors de la prise en charge de la phase aiguë à l'hôpital. Bien évidemment, le mot qu'il faut retenir lorsqu'on a un infarctus du myocarde, c'est reperfusion. Vous savez qu'il est obligatoire aujourd'hui, recommandation de classe 1, niveau de preuve A, il faut reperfuser tant que le patient est symptomatique, il garde un sus-décalage dans les 12 premières heures. Bien évidemment, il va falloir transférer ce patient dans un centre capable de faire une angioplastie primaire. Pourquoi? Car c'est l'angioplastie primaire qui est la stratégie de référence de reperfusion. Avant la fibrinolyse, les méta-analyses le confirment, l'angioplastie primaire avant la fibrinolyse, recommandation de classe 1, niveau de preuve A. Donc il faut recommander de transférer le patient, même si vous allez fibrinolyser, il faut qu'il aille dans un centre d'angioplastie
primaire où on va pouvoir faire une angioplastie. Et il ne doit pas passer par la case urgence, et il ne doit pas passer par la case USIC, il doit passer normalement par la case salle de cathétérisme. Malheureusement, la situation tunisienne, elle est là. Ça, c'est Fastamaï Tunisie, étude de la Société tunisienne de cardio. 15% seulement passent par la case SAMU, alors qu'en France, 62% dans Fastamaï vont appeler le SAMU. Lieu d'arrivée du patient en Tunisie, 32% passent par l'USIC, 54% par les urgences, seulement 12% par la salle cathétérisme. Donc vous voyez déjà, il y a une problématique, et c'est pour ça que la nécessité d'un plan infarctus, les gens doivent appeler le 190 et doivent passer par le SAMU et doivent arriver en salle de cathétérisme ou être trombolysés dans le SAMU en préhospitalier. Le patient est immédiatement transféré à l'USIC de l'Ariana, dans un centre capable de faire une angioplastie primaire. Il a reçu entre-temps de l'aspégique et de l'héparine non fractionnée. Je pense que c'est tout à fait correct. Il arrive à l'USIC de Abdelrahman Memi. Le patient reste algique. Il est 2h05 du matin. Il a mis 35 minutes pour faire 300 mètres. Donc vous voyez déjà, on a perdu énormément de temps. Il y a le résident qui m'appelle, c'est moi qui est de garde. À 2h du matin, dimanche, je lui dis, tu vas fibrinoliser. Vous savez qu'on a des problèmes, un, de sous-effectifs, on est 3 dans une salle de cathétérisme, et 2, de matériel. Et donc la vraie vie, normalement, je devrais me lever, venir dilater ce patient. La vraie vie, elle est différente. Et donc là, nous, notre stratégie, après minuit, on fibrinolise et on l'a fibrinolisé. Donc, bien évidemment, je vais revenir, quelle stratégie de reperfusion? Est-ce que c'était la fibrinolyse ou l'angioplastie? Il est aujourd'hui clair. Recommandation de classe 1, niveau de preuve 1A pour l'angioplastie primaire ou pour la fibrinolyse. Les deux sont recommandés. Mais si le retard d'angioplastie plus de 2 heures et plus de 90 minutes en réalité, à ce moment-là, on va plutôt privilégier la fibrinolyse. Après 12 heures, vous voyez qu'il n'y a que l'angioplastie primaire. Vous n'êtes pas autorisé, sauf distance bien évidemment, de fibrinoliser le patient. C'est l'angioplastie primaire qui est recommandée à ce stade-là. Et après 48 heures, si le patient est stable, il n'y a ni d'angioplastie primaire, il n'y a ni de fibrinolyse. Bien évidemment, il faut se rappeler quelque chose. C'est l'étude CAPTIM qui avait montré que dans les 2 premières heures, la fibrinolyse fait aussi bien que l'angioplastie, et même mieux sur l'état de choc cardiogénique et un petit peu mieux sur la mortalité. Donc lorsque le patient arrive très tôt, fibrinolyser, c'est une bonne chose. Je suis angioplasticien et je peux vous le dire, et même à 5 ans, la fibrinolyse préhospitalière faisait même mieux. Alors on a décidé, vous avez compris, de thromboliser pour des raisons que je vous expliquais. Question, quel thrombolytique, quelle dose, quel environnement pharmacologique, c'est-à-dire le traitement antithrombotique. Bien évidemment, il faut éliminer les contre-indications de la fibrinolyse, absolue et relative, que vous connaissez parfaitement. Je vous invite à les avoir devant vous, c'est comme un checklist, c'est comme dans l'avion, on les regarde. Et bien évidemment, la fibrinolyse, lorsqu'elle est indiquée, doit être faite le plus tôt possible. Et en préhospitalier, c'est ce qui est recommandé, avec des agents fibrinospécifiques, parce que là, on veut que le fibrinolytique aille là où le caillot, là où la fibrine se forme, et non pas bloqué partout. Et bien évidemment, une demi-dose de ténectéplase doit être considérée chez les patients de plus de 75 ans. Alors, je vous invite à lire cette méta-analyse. Elle vient de sortir au mois d'octobre 2017 dans le Lancet. Elle a repris 40 essais cliniques, plus de 128 000 malades. 128 000 malades, ça veut dire qu'en cardiologie, en médecine d'urgence aujourd'hui, nous avons des essais cliniques et des preuves extrêmement fortes sur les données que nous avançons. Alors lorsqu'on regarde sur la mortalité, regardez la ténectéplase et l'anticoagulation, si le risque relatif est à 1, streptokinase et anticoagulant, vous avez une surmortalité de 14%. 14%, donc aujourd'hui, les choses sont claires, les recommandations vont dans ce sens. Et puis, ça saigne moins d'hémorragie majeure avec la ténectéplase et l'anticoagulant qu'avec la streptokinase et l'anticoagulation, parce que la streptokinase n'est pas fibrinospécifique, donc elle va aller bloquer la fibrine un peu partout. Et donc, si on se résume, si on met en vertical les hémorragies majeures, en horizontal la mortalité, vous voyez que la ténectéplase avec l'anticoagulation, il y a moins de décès et il y a moins d'hémorragie qu'avec la streptokinase et l'anticoagulant. Aujourd'hui, les choses sont claires, on ne va pas trop discuter, on a des preuves solides, on a des méta-analyses qui sont bien faites sur un nombre très important. Donc nous, on utilise la ténectéplase ici, à la dose de 40 mg selon le poids, et ça aussi c'est un avantage par rapport à la streptokinase. Avec l'âge, en fonction de l'âge et en fonction du poids, vous allez adapter votre dose. Alors qu'avec la streptokinase, vous savez très bien, indépendamment de l'âge, indépendamment du poids, vous allez donner 1,5 million en 45 minutes. Alors, au moment où on décide la thrombolyse, vous avez 3 temps à retenir. 10 minutes pour mettre en route la thrombolyse, 60 à 90 minutes pour évaluer le résultat et 2 à 24 heures pour que le patient aille en salle de cathétérisme. C'est ce qu'on appelle la stratégie pharmaco-invasive.
vous fibrinolisez, et derrière, il doit y avoir une salle de cathétérisme qui est capable, si le patient a un échec de fibrinolyse, à ce moment-là, vous le dilatez, et si le patient a un succès de fibrinolyse, vous avez 2 à 24 heures pour le récupérer. Alors bien évidemment, fibrinoliser, c'est bien, mais il y a un environnement pharmacologique à suivre, des antiagrégants plaquettaires, aspirine, clopidogrel, qui sont autorisés de recommandation de classe 1, niveau de preuve B pour l'aspirine et de classe A pour le clopidogrel. Aspirine, vous avez le choix jusqu'à 320, 250 mg, je pense que c'est une bonne dose en intraveineuse. Et pour le clopidogrel, 300 mg s'il a moins de 75 ans, un comprimé s'il a plus de 75 ans. Alors il y a un papier qui vient de sortir, il y a 3 jours, le 11 mars, c'est l'étude TRIT, qui a comparé ticagrelor versus clopidogrel. Juste, je vais vous dire une chose, le ticagrelor va arriver en Tunisie dans les mois prochains, et donc vous allez être amenés, vous, urgentistes, peut-être à utiliser cette drogue. Et juste pour savoir que chez les patients fibrinolisés, jusqu'à présent, les recommandations disaient clopidogrel seul. Ticagrelor versus clopidogrel, étude bien faite, 1900 patients dans chaque groupe, pas de bénéfice sur le décès, pas de bénéfice sur les endpoints cliniques, un peu plus d'hémorragie mineure. Donc globalement, je dirais que malheureusement, c'est un non-événement. Il n'y aura pas de place du ticagrelor par rapport au clopidogrel parce qu'il n'y a pas de bénéfice clinique net. Pour l'anticoagulation, et ça c'est quelque chose d'important, les choses aussi aujourd'hui sont claires. L'énoxaparine, c'est recommandation de classe 1, niveau de preuve A. Bien évidemment, on peut utiliser les parines non fractionnées, mais je vais y revenir. Et on peut utiliser le fondaparinux si vous avez utilisé la streptokinase. L'énoxaparine, c'est par voie bolus, 30 mg si le patient a moins de 75 ans, suivi de 15 minutes après de la dose avec 1 mg kilo. Et s'il a moins de 75 ans, vous évitez le bolus. Bien évidemment, là, on va évaluer, on va transférer notre patient. Je mets en route ma fibrinolyse, je le transfère. Là, il est dans un service de cardiologie, donc on ne le transfère pas, il reste dans son lit. Au moins, il a cette chance. Et on regarde les critères. Alors les critères, régression importante de la douleur, il y a un RIVA, le résident est tout content, il ne va pas réveiller son seigneur une deuxième fois pour lui dire il y a un problème, et les choses semblent se régler, le succès est là. Alors à 1h30, vous voyez le CG, et il considère que c'est un succès de thrombolyse. Alors bien évidemment, il y a encore un sus-décalage. Personnellement, pour moi, ce n'est pas un succès de thrombolyse, car il y a encore un sus-décalage qui reste, je dirais peut-être à 50%, et probablement, si on veut un vrai succès, c'est 70%. Alors, juste pour dire qu'en Tunisie, les modalités, ça c'est dans le registre FASTAMA et CCMIR, je sais qu'il y a des données différentes, un tiers thrombolysé, un tiers en angioplastie primaire et un tiers en absence de reperfusion, 62% ont bénéficié de la reperfusion. C'est juste pour vous donner, dans FASTAMA, malheureusement, la fibrinolyse, elle est préhospitalière que dans 27% des cas, et ça c'est un gros problème. La ténectéplase est utilisée dans 51% des cas, c'est quand même maintenant le thrombolytique de référence. Et par contre, des délais médians très longs de 180 minutes. Et ça, c'est aussi problématique. On regarde par rapport au FASTAMA France, on voit qu'on perd 30 minutes pour la thrombolyse et on perd 1h30 pour l'angioplastie primaire. Alors, l'histoire, c'est que 30 minutes plus tard, le patient fait une récidive angineuse. Donc, il ressouffre de nouveau. Il resus-décale de nouveau, il est 4h40 du matin. Et c'est ça la stratégie pharmaco-invasive, c'est le patient est en train de faire un réinfarctus. Réinfarctus, c'est 4% de cas, 4,3% des cas, post-thrombolyse, Madame la Secrétaire d'État. Et on a les sujets plus âgés ont tendance à faire plus de réinfarctus, les infarctus antérieurs, donc il y a certains critères. Voilà, c'est une situation, et ça, c'est la vraie vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces patients qui réinfarctus, c'est 11% de mortalité si on ne fait rien versus 3%, c'est plus d'état de choc cardiogénique, c'est plus d'insuffisance cardiaque, c'est plus de problèmes. Donc, bien évidemment, et lorsqu'on regarde l'étude STREAM qui avait utilisé la ténectéplase, regardez, c'est que 2,5% seulement de réinfarctus, mais c'est une situation qui peut se présenter à vous. C'est pour ça que je vous invite à transférer votre patient, vous fibrinolisez avec le bon fibrinolytique et vous transférez votre patient très rapidement. Et regardez, dans Ascent 3, c'est ceux qui avaient de l'héparine non fractionnée, notre patient avait eu de l'héparine non fractionnée, ceux qui ont de l'héparine non fractionnée qui vont faire plus de réinfarctus, plus de décès, plus d'événements. Donc aujourd'hui, je vous invite aussi à utiliser de l'énoxaparine. Alors bien évidemment, si c'est un échec de fibrinolyse, eh ben, on le met en salle de cathé, et s'il y a une récidive angineuse, et là c'est le cas, à ce moment-là, on va le dilater. Donc notre patient, il est pris en salle de cathé, là il est 4h30 du matin, je suis obligé de me lever, la droite est bonne, et vous voyez, il y a une sténose très serrée sur la bifurcation IVA diagonale, on passe un guide, ça va très vite, ça prend 10 minutes, on ne fait plus de thromboaspiration parce que l'artère est ouverte, on fait un stenting direct, et c'est un stent actif, qu'on va, voilà, par voie radiale bien évidemment. On a un résultat qui est pas mal. On optimise avec un ballon. Alors, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne le font pas. Moi, j'optimise avec un ballon. Et puis,
Le résultat final, vous voyez, avec un flux TIMI 3, une diagonale qui est préservée. Aujourd'hui, juste pour vous dire, en angioplastie primaire, on fait du stenting, on met des stents actifs, on utilise la voie radiale systématique, surtout s'il a été fibrinolisé. On ne fait plus de thromboaspiration en routine, sauf dans des cas très sélectionnés, bien évidemment, et on ne diffère plus le stenting. Il va rester 24 à 48 heures seulement, et il faut le savoir, aujourd'hui, il a fait une échographie cardiaque, ce patient, il sort avec une fraction d'éjection à 50%, donc quasiment il gardera très peu de séquelles de son problème. Donc mes conclusions, la stratégie pharmaco-invasive est aujourd'hui une option validée et adaptée à notre contexte. La Tenecteplase, c'est le thrombolytique de référence de par son efficacité, sa sécurité, et je crois que c'est apporté aujourd'hui par des recommandations et des études solides. L'importance d'un environnement pharmacologique optimal, et vous avez vu, à tout moment, l'artère peut se reboucher de nouveau. Un transfert immédiat dans un centre d'angioplastie est aujourd'hui recommandé. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions? Alors, j'ai envie de poser la question à Fawzi. Si on veut être objectif, il y a des contraintes pour mettre en application les recommandations pour optimiser le traitement du ST+. Alors, parmi ces contraintes, c'est l'accès rapide à la salle d'angioplastie. Et ça, je pense que c'est un vécu de tous les jours. À son avis, ou à votre avis, Fawzi, comment on peut on peut mettre en application le plan que peut-être Riyad va nous... Comment on peut garantir, sinon, l'application de ce Je ne vais pas rentrer dans le plan. Ma vision, elle est simple. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je fais de l'angioplastie primaire depuis 1998. Hein. Et je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tourner une salle de cathétérisme. Nous avons un gros problème aujourd'hui dans le secteur public notamment. Dans le secteur privé, ils ont moins de problèmes. Mais dans le secteur public, on a un problème d'effectif. Il faut savoir qu'on tourne à 3. On est 3 personnes capables de faire de l'angioplastie primaire. Et ce n'est pas tenable. Et aujourd'hui, il faut augmenter ce partenariat. À mon avis, 2 choses. Soit ouvrir des postes de chef de clinique et créer des postes de clinica pour avoir plus de monde dans les salles de cathétérisme. La deuxième chose, c'est de faire un partenariat privé-public. Et puis, deuxièmement, il faut valoriser les gardes d'angioplastie primaire. Je suis désolé, mais les gardes d'angioplastie primaire, moi, j'ai jamais été payé pour mes gardes, mais je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, il faut valoriser. On ne peut pas continuer à venir, vous savez, quand on fait une garde durant toute une semaine. Je suis toute une semaine de garde en angioplastie primaire. Quand j'arrive le dimanche, je suis épuisé. Et le dimanche, un jour férié, quand on m'appelle à 1h du matin, je dis tu fibrinolises. C'est la réalité aujourd'hui, la réalité du terrain. Il faut que les effectifs augmentent, il faut encourager les gens à rester à l'hôpital. Malheureusement, dès qu'on apprend, il y a une diminution, les gens partent, bon, on le sait, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, il faut revaloriser des gardes. Et on a, dans le plan Infarctus, c'est bien évidemment, parmi les choses, c'est de motiver les gens par une rémunération correcte. C'est aujourd'hui, c'est obligatoire. Partageant votre souci, mais j'aimerais bien vous poser une question plutôt pratique. Oui. Moi, là, je reprends mon képi d'urgentiste et je vous pose la question vraiment problématique, souvent, où le jeune de garde, enfin le médecin de garde, se trouve dans un dilemme de décision de transfert, oui ou non. Là, c'est une question médicale. Le malade qui arrive aux urgences, loin d'un centre d'angioplastie et qui est choqué. Que lui recommandez-vous? Stabiliser le patient et l'emmener par la suite, ce qui risque de ne pas arriver, ou bien prendre son courage à 2 mains, démarrer la thérapeutique et gagner des minutes. Nous l'avons vécu avec un grand homme à la RHMO, donc c'est très intéressant que cette question soit étayée à l'assistance. Merci. Alors aujourd'hui, c'est la question... Non. La question... Alors bien évidemment, effectivement, il y a 2 écoles. Il y a l'école anglophone et il y a l'école francophone qui a tendance à stabiliser le patient. Je crois qu'aujourd'hui, sur un état de choc cardiogénique,
la seule issue favorable, ça va être la salle de cathétérisme. La salle de cathétérisme le plus rapide possible. Alors bien évidemment, je suis loin, je fibrinolise, ça, il n'y a pas de doute, je mets des drogues. Aujourd'hui, la noradrénaline a quand même changé le pronostic. Je peux vous dire qu'on voit de moins en moins de décès sur des états de choc cardiogénique, de moins en moins, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, bien évidemment, mais la noradrénaline, parce qu'il y a beaucoup d'inflammation, et vous le savez bien, c'est d'abord quasiment un syndrome inflammatoire, l'état de choc cardiogénique. La deuxième chose, il faut fibrinoliser, et fibrinoliser avec le thrombolytique les plus puissants. Troisièmement, il faut essayer de stabiliser un petit peu la situation. Dès qu'il y a un tout petit peu de stabilisation, il faut l'évacuer très vite dans une salle de cathétérisme, parce que la seule manière de sauver le patient, c'est d'ouvrir l'artère. Tant qu'on n'a pas ouvert l'artère, tant qu'on est dans un cercle vicieux, et bien évidemment, l'issue, elle est fatale, et on n'a pas de chance. Bon, je pense qu'on peut continuer la discussion plus tard. Mounir, je m'excuse. On va passer la parole à Dr Boukef, qui va nous parler du plan d'urgence. Alors, Madame la secrétaire d'État s'excuse et on la remercie pour sa disponibilité et sa présence. Merci à Madame la secrétaire d'État et à la prochaine réunion. Merci. Riyad, vous avez la parole. Merci. Je vais essayer de... Tout d'abord, je remercie les laboratoires Boehringer de m'avoir sollicité pour ce symposium pour parler du plan national, le plan Infractus, sur lequel un bon nombre de spécialistes a quand même travaillé. Pour introduire le sujet, comme l'a dit mon ami Fawzi, le syndrome coronarien ST+, quand même est un véritable problème de santé publique, du moins par sa fréquence, et réalise un boom épidémique et pandémique, surtout chez les sujets les plus jeunes, qui a une conséquence de morbimortalité assez lourde de nos jours, un surcoût en termes de réhospitalisation, d'utilisation de médications et de dispositifs coûteux. La prévention est malheureusement dans notre pays pas au point et sur laquelle on devrait réellement travailler. Et comme a insisté et l'a dit Fawzi, il faut ouvrir l'artère le plus tôt possible. Les reperfusions et quand même représente un bénéfice important. Notre pays, quand on le voit par rapport au monde, qu'en est-il en termes de mortalité des pathologies cardiovasculaires et pourquoi je dis que c'est un boom épidémiologique et épidémique, on a l'avant-dernière marche par rapport aux pays anglo-saxons et l'Europe et aux États-Unis, où c'est tout en blanc. Nous, on est en bleu-gris. C'est vrai qu'on n'est pas en bleu foncé, mais on n'est pas loin. Donc réellement, notre pays, dans pathologie cardiovasculaire, et quand on voit le rapport de l'OMS publié récemment, on voit très bien que la pathologie cardiovasculaire, elle représente réellement la grande proportion de mortalité. Elle représente à peu près 50% de mortalité. Et réellement, c'est pour ça que ça représente un problème de santé publique assez important. Qu'en est-il des sujets jeunes? Et si ça a baissé un petit peu la mortalité depuis 2000 sur la plaque précédente, chez les sujets jeunes, on voit que l'incidence est en augmentation progressive depuis l'année 2000. Et ça devrait nous alerter. Ça veut dire que l'IDM, il atteint de plus en plus de jeunes et de plus en plus fréquemment. Time is muscle, le temps c'est du myocarde et il ne faut pas perdre beaucoup de temps pour réouvrir l'artère et notre objectif c'est de limiter la nécrose qui est cette nécrose, lorsqu'elle est étendue, elle est pourvue de complications assez importantes et on les connaît assez bien. Pourquoi? Quand on revient à cet article qui est publié maintenant de plus de 20 ans de Boersma, on montre plus on reperfuse tôt, plus on gagne en termes de survie. Clairement, lorsqu'on agit inférieur à 3 heures, clairement, on gagne nettement en matière de survie pour notre malade. Et cette plaque est devenue quelque chose de très connu et qui devrait être notre objectif à tous pour essayer d'ouvrir le plus tôt possible l'artère coupable. Alors le plan Infractus, son objectif général, ce plan est
il consiste à l'harmonisation et l'optimisation des structures et des processus afin de faciliter une prise en charge convenable des patients atteints d'un ST+, à sa phase aiguë. Ça, c'est l'objectif général et je vais vous montrer après les objectifs spécifiques de chaque étape. La composition de l'ensemble de l'équipe qui a travaillé dessus, c'était bien sûr organisé au niveau du ministère et le ministère avec ses différents compartiments, notamment la Direction générale de la santé, les différentes composantes du ministère ont participé, l'unité des urgences bien sûr, plusieurs cardiologues, notamment cardiologues cliniques et cardiologues interventionnels, urgentistes en pré-hospitalier et en hospitalier, et certains épidémiologistes pour réellement stratifier et dresser un plan national qui devrait être d'ailleurs financé par un programme européen. On sait très bien qu'il y a un programme européen aujourd'hui de financement dans les zones défavorisées, mais on s'est greffé dessus pour essayer de trouver le financement pour ce plan infarctus. Le programme européen, le coût global, il est de 20 millions d'euros, donc à peu près 60 milliards, sur lequel on va prendre une partie pour ce plan infarctus pour essayer d'améliorer la survie de nos patients notamment et les complications. Les objectifs spécifiques, tout d'abord, améliorer la performance diagnostique. Et ça, on va essayer de voir comment on va essayer d'améliorer. Optimiser les délais, je pense que Fawzi en a parlé, je vais juste les rappeler rapidement. Trouver une filière pour chaque région. Pour chaque région, on devrait trouver une filière spécifique pour chaque région en Tunisie. Maximaliser la reperfusion par les deux moyens, que ce soit le moyen médicamenteux ou le moyen d'angioplastie, et optimiser le traitement à démarrer très tôt aux urgences. Ceci étant pour les délais, on parle du délai lié aux patients. Ça veut dire que, d'ailleurs, on va constater qu'il est assez lent. Et ça, on devrait sensibiliser le patient pour minimiser ce délai. Le first medical contact ou le premier contact médical, et quand on parle du premier contact médical, c'est en ayant un ECG qualifiant, c'est ça un premier contact médical. Le délai d'organisation et le délai total de thérapie par rapport à, bien sûr, à l'instauration du début de la thrombolyse, du moyen de reperfusion, ou bien par la thrombolyse, ou bien par l'angioplastie. Alors, comment on peut optimiser la performance diagnostique? Tout d'abord, l'état des lieux. Qu'en est-il dans notre pays? Les douleurs thoraciques, ça représente à peu près 1/20 des consultants aux urgences. On estime à 300 000 patients par an, 11 à 12 millions de ST+ par an. En 2016, par exemple, les chiffres dans le secteur public, vous savez qu'on n'a pas les chiffres dans le secteur privé, ça c'est quand même aussi un véritable problème, et ça ne nous donne pas une idée réelle de ce qui se passe. Le Grand Tunis, il y avait 1500 ST+, dans le nord 1600, et dans le centre 1500, et dans le sud 1400. Alors, quelles sont les recommandations pratiques sur cette première étape pour améliorer la performance diagnostique? Tout d'abord, on a recommandé qu'il faudrait des campagnes de sensibilisation des patients. Le patient, dès qu'il ait une douleur thoracique, il devrait contacter le 190 ou consulter la structure d'urgence la plus proche. La disponibilité pratique de l'ECG dans les délais les plus courts, et je parle du first medical contact, du premier contact médical, il devrait être dans moins de 10 minutes. Interconnexion de l'ECG est transmissible, et ça je vais vous parler tout d'abord du dossier médical informatisé qui va être le sujet d'une autre conférence demain, mais aussi l'interconnexion, je vais vous parler d'outils doctor to doctor, et je vais vous présenter cette application qui vraiment va nous aider beaucoup, notamment dans première ligne. Disséminer la culture dans les grands centres ou avec un afflux massif de l'unité de douleur thoracique, l'existence de l'unité de douleur thoracique dans les grands centres à afflux massif. Je pense que l'instauration d'unités de douleur thoracique pourrait améliorer cette performance.
Et là, je remercie encore une fois mon ami Elias Cheikh, qui était à l'origine, et bien sûr avec mon ami Fawzi Aded, qui est le président de la Société tunisienne de cardiologie, qui ont établi une application, Doctor to Doctor. Cette application est toute simple, je pense que tout le monde maintenant a un smartphone. Ce smartphone va nous permettre de se connecter via le 4G et rapidement, il suffit de prendre en photo votre ECG et dès que vous êtes connecté, tout d'abord, vous avez une multitude de programmes. Vous pouvez insérer un ECG pour un avis d'expert. Et il suffit de donner quelques données épidémiologiques, à savoir les antécédents du patient, tabagique, diabète, HTA, est-ce qu'il prend un traitement en cours, et si les symptômes de votre malade à type de palpitation, de lipothémie ou de dyspnée, ou bien il est asymptomatique, et qu'est-ce que vous suspectez comme diagnostic. Et hop, ensuite, il y a l'interface sur laquelle vous prenez en photo avec votre smartphone et vous envoyez dessus. Et de l'autre côté, il y a des experts qui sont connectés. Et le premier expert, et ces experts vont être des cardiologues et des urgentistes. Et je pense que là, je tends la perche à mon ami, que ce soit ce programme collaboré entre les deux sociétés, la Société tunisienne de médecine d'urgence et la Société de cardiologie, pour essayer d'avoir un maximum d'experts. Pourquoi? Pour minimiser le temps. Quand on a plusieurs experts, je pense qu'on peut minimiser le temps de réponse pour ceux qui sont assez loin et juste avec leur smartphone, ils peuvent avoir le diagnostic. Et voilà, ça c'est l'interface de l'expert. Et ben, il trouve en haut, en rouge, c'est un patient qui n'est pas encore diagnostiqué. En vert, c'est un patient qui est en cours, ça veut dire qu'il y a un expert dessus qui est en train de travailler, et ceux qui sont en gris, ils vont servir pour les autres de rentrer dans cette application et de voir le CG et de voir l'avis de l'expert, et ça sert quand même d'interface pour un apprentissage, et je pense que cette interface, elle va être gratuite, à mon sens, à tout le monde qui pourrait l'utiliser, et cette interconnexion grâce au smartphone va quand même nous permettre une bonne interaction entre les différentes régions. Optimiser la prise en charge thérapeutique, le deuxième volet. Eh ben, tout d'abord, les délais de reperfusion, l'état des lieux d'aujourd'hui, ils sont très lents. Hein, ça dépense en moyenne 5 heures, comme l'a montré Fawzi sur le FastMI. La liste préhospitalière, elle est vraiment très basse, moins de 10%. 70% des Tunisiens consultent les urgences en première intention après un délai souvent tardif. Donc, on n'a pas la culture d'appeler le SAMU pour une douleur thoracique. Et c'est pour ça qu'il faudrait réellement sensibiliser notre patient. Le recours à l'angioplastie primaire, il est moins de 35%. Et quand je dis 35%, c'est dans les meilleurs centres. Certains centres, quand on additionne la reperfusion médicamenteuse et la reperfusion mécanique, et je parle de centres de pointe, hein, ils ne dépassent pas 20% de reperfusion. Et sincèrement, ce chiffre est vraiment alarmant et on devrait tous travailler pour l'améliorer. Alors comment? Tout d'abord en établissant un circuit entre les différents niveaux d'urgence ou de structure. Le niveau 1, on a appelé le niveau 1, c'est l'hôpital de circonscription sans présence de cardiologue, sans présence de service de cardiologue dans cette enceinte. Le niveau 2, c'est un hôpital régional ou universitaire, mais avec un service de cardio, mais sans salle de cathétérisme. Et le niveau 3, c'est un hôpital avec un service de cardio et une salle de cathétérisme. Et le SAMU devrait être la plaque tournante pour essayer de coordonner entre ces différents niveaux. S'il s'agit d'un syndrome coronarien aigu, par exemple, de niveau 1 qui va aller au niveau 2, s'il n'est pas compliqué, il peut aller par une ambulance B. Et s'il est compliqué, c'est le SMUR qui doit se déplacer pour le transporter. Et bien sûr, pour aller du niveau 2 à la salle de cathétérisme, c'est bien sûr, encore une fois, le SAMU. Donc, les interlocuteurs, bien sûr, pour chaque niveau. Pour le niveau 1, c'est le médecin de garde des urgences. Niveau 2, c'est le cardiologue de garde. Et pour le niveau 3, ça serait le cardiologue interventionnel de garde. Les recommandations, on a choisi la stratégie pharmaco-invasif et on a dit il faudrait le slogan reperfusion pour tous et médicamenteuse très tôt.
La fibrinolyse a démarré très tôt, aux urgences même de niveau 1. Et vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Et pour ça, on a programmé des formations sur simulateurs et sur simulateurs de haute fidélité de toute l'équipe médicale et paramédicale, même de niveau 1, pour traiter un syndrome coronarien aigu ST+, thrombolysé et commencer même le traitement des premières complications. Le fibrinolytique qu'on a choisi au cours de ce plan infarctus était la tenectéplase du fait de sa supériorité par rapport à la streptokinase. Le traitement adjuvant qui devrait exister obligatoirement, le clopidogrel dans le niveau 1, l'aspirine, l'HBPM devrait exister obligatoirement, les antiarythmiques, les dérivés nitrés, la CPAP pour commencer à traiter l'IVG, les statines et les IEC et les bêta-bloquants peuvent venir ultérieurement et on n'a pas mis obligatoire dessus, mais dans un bon centre, il devrait être aussi débuté le plus tôt possible. Pourquoi stratégie pharmaco-invasive? Je pense que Fawzi, on a parlé de l'étude STREAM. STREAM, clairement publié maintenant depuis 5 ans dans le New England Journal of Medicine, où on a fait une comparaison entre deux stratégies. Stratégie où on donne un fibrinolytique et on va ensuite à la salle de cathétérisme, ou bien non, on va choisir l'angioplastie. Eh bien, cette étude elle nous a permis quand même de commencer la fibrinolyse dans moins de 78 minutes. On a gagné du temps, plus d'1 heure, quand on commence par les fibrinolytiques. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette stratégie pharmaco-invasive. Sachez que le premier groupe, on a pu gagner deux tiers qui n'ont pas eu besoin d'un passage en salle de cathétérisme de façon urgente. Un seul était dû à un échec, donc ils sont passés en rescue. Et vous voyez que la mortalité est la même dans les deux groupes tenectéplase, c'est-à-dire stratégie pharmaco-invasive ou bien stratégie d'angioplastie primaire. Bien sûr, on perd du temps, on perd de la mortalité. Encore une fois, time is muscle. Le niveau 1, je passe rapidement sur les moyens humains et la mission de ce niveau 1, poser le diagnostic, le traitement adjuvant et les traitements de complications, un minimum de médecins généralistes, 2 infirmiers et un ambulancier. Le niveau 1, le matériel qui devrait exister, bien sûr, les appareils ECG, un défibrillateur, et je passe rapidement, bien sûr, le traitement HBPM, ce qui n'existe pas souvent dans les niveaux 1, et une ambulance de catégorie B, et 2 fois par an, il devrait obligatoirement avoir une formation. Les filières, je termine par les filières, et Fawzi on en a parlé un tout petit peu. Chaque région doit concevoir une filière adaptée. Ça veut dire adaptée. Adaptée à l'existence des salles de cathétérisme, à sa géographie, notamment la localisation géographique, et aussi l'existence d'angioplasticiens. L'exemple, le Grand Tunis, on a proposé, et qui est l'existence d'une grande garde. Ça veut dire qu'on va choisir chaque jour un centre qui va prendre tous les patients. Donc le SAMU, il sait très bien que le lundi, ça va être Ariana et le mardi, ça va être Rapta. Et c'est comme ça que chaque jour, le service devrait se préparer pour recevoir tous les malades du Grand Tunis pour une angioplastie primaire. Bien sûr, après, lorsqu'il existe assez loin, il faudrait bénéficier la fibrinolyse. Le Sousse et Monastir, on s'est dit, on a 3 salles de cathétérisme qui travaillent correctement aujourd'hui, Hached, Sahloul et Monastir, et on s'est dit aussi, pourquoi pas une grande garde, on est à 20 km l'un de l'autre, et pourquoi pas une garde sur 3, bien sûr, entre les différents services. Les zones de l'intérieur doivent obligatoirement trouver eux aussi une filière après une stratégie pharmaco-invasive, débutée par les fibrinolytiques et renvoyée, bien sûr, à la salle de cathétérisme. Et je pense que notre secrétaire d'État a parlé tout à l'heure du partenariat qui devrait être obligatoire. Les médecins interventionnels et le technicien qui travaille à la salle de cathétérisme doivent obligatoirement être rémunérés parce que le jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas rémunérés et on trouve souvent un angioplasticien qui fait aussi de la cardiologie clinique, donc, alors qu'il normalement, il devrait avoir 2. Il y a des centres où il y a très peu d'angioplasticiens interventionnels. Il y en a 2 peut-être ou 3. Et là, je pense que le partenariat privé-public
pourraient faire le sujet et lorsqu'ils sont correctement rémunérés, ces angioplasticiens, je pense qu'ils ne lâcheraient pas de faire des gardes à l'hôpital sans aucun problème. En conclusion, je rappelle les slogans de ce plan Infractus. ECG pour tous, thrombolyse pour tous, traitement adjuvant pour tous et le transfert à une salle de cathétérisme pour tous aussi. Certes, c'est un espoir, certes, je rêve, mais il vaut mieux rêver et se rapprocher de ce rêve pour essayer de le réaliser. En conclusion, une attention plus particulière à ce fléau est nécessaire. Un partenariat entre les différentes spécialités et les différents intervenants est obligatoire. La disponibilité du moyen va nous permettre une amélioration du pronostic. Je vous remercie. La parole est à la salle. C'est la discussion. Tfadal Mounir. Merci, Séné. Merci, Sénégib. Moi, d'abord, je veux revenir à la question sur l'état de choc cardiogénique compliquant un IDM dans une structure loin. Je suis désolé, mais les recommandations américaines ou françaises et autres ne sont pas différentes. Il n'y a pas du stay and play ou du scope and run dans la pathologie infarctus du myocarde. Ce n'est pas la même chose. C'est en pathologie, traumatologie et autres, mais en pathologie cardiovasculaire et notamment dans le syndrome coronarien, le problème ne se pose pas. Le problème, les deux recommandations parlent de sécuriser le transfert jusqu'à la salle d'angioplastie. Et là, on le fait, mais on ne va pas rester pour jouer. On ne joue pas qu'en système préhospitalier ou dans les autres systèmes. On sécurise l'arrivée du malade jusqu'à l'arrivée en salle de cathé. Ma question, je reviens maintenant à l'organisation de la santé. Quand on a commencé la thrombolyse en préhospitalier, la thrombolyse dans les structures primaires de soins, les hôpitaux de circonscription et les hôpitaux régionaux. On a essayé, je pense, Fawzi, depuis les années 96, l'année militaire, c'est ça, militaire, où il a instauré la thrombolyse. La thrombolyse. Ça marche? Oui. Donc, depuis ces années-là, je crois qu'on ne s'est pas fixé les meilleurs objectifs. Moi, actuellement, tout à l'heure, j'avais un atelier sur lecture et interprétation de l'électrocardiogramme. J'ai une candidate qui était d'une région du KEF et a un infarctus du myocarde qui est compliqué d'état de choc, qui est extrêmement grave. Qu'est-ce que vous faisiez, la réalité? La réalité, d'abord, elle ne fait pas de thrombolyse. 2, ce malade, elle doit le transférer à l'hôpital régional, qui est l'hôpital del KEF, où il n'y a pas de salle d'angioplastie. Et qu'est-ce qu'on fait après? On le transfère de KEF à Tunis. Ça, c'est la catastrophe. Donc, l'objectif, je pense qu'il faut modérer nos objectifs. Moi, à un certain moment, j'ai parlé avec certains amis. Il faut mettre, par exemple, un objectif à 2020. Tous les hôpitaux régionaux de la Tunisie doivent disposer de la thrombolyse. Ouais. Et tous les malades qui arrivent doivent être au niveau des hôpitaux régionaux. Je commence par les hôpitaux régionaux. Par exemple, chez nous, ou dans un secteur comme, par exemple, les hôpitaux régionaux qui m'a dans les régions qu'on couvre, moi je crois que c'est inadmissible qu'un malade à Al-Jam pour assurer un transfert alors qu'il y a des médecins qui sont compétents et qui peuvent assurer tout ça. Alors, Al-Jam est malheureusement la première salle d'angioplastie publique et à plus qu'1h20. Donc, moi je me dis, on va par étapes. Je commence par les hôpitaux régionaux et presque obliger ces hôpitaux-là à avoir le thrombolytique et à avoir ce qui est conséquent. C'est ça. Prise en charge. C'est ça l'objectif. Les circonscriptions viendront après. Je me fixerai un autre objectif un peu plus tard.
mais en essayant d'avoir des objectifs qui sont d'ordre pratique. Mounir, c'est le premier objectif du plan Infarctus. Tous les hôpitaux régionaux devraient être capables de thromboliser et de transférer le malade à un centre avec une salle de cathé. C'est ça. C'est notre premier objectif du plan Infarctus. Je veux juste donner un petit commentaire par rapport à ce que tu as dit, Mounir. Je suis parfaitement d'accord avec toi, je crois. Aujourd'hui, ce plan Infarctus, il est né de ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'à n'importe quel endroit de la Tunisie, dès qu'il y a une structure d'urgence, on est capable de fibrinoliser sur place. L'application D2D, elle est venue parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures d'urgence où il n'y a quasiment pas de CG. Et même si un ECG, soit un ECG qui n'est pas de bonne qualité, et puis le médecin qui est sur place ne va pas fibrinoliser parce qu'il ne sera pas sûr du diagnostic. Donc s'il arrive, si on l'accompagne, si on lui dit c'est un infarctus, et puis il a, comme a dit professeur Léa Boukeff, une harmonisation du protocole, le protocole il est là, il est établi, à ce moment-là, il va déclencher. Bien évidemment, les salles de cathétérisme, c'est l'idéal d'en avoir partout. On a 32 salles de cathétérisme en Tunisie, ce qui représente 3 salles par million d'habitants. C'est à peu près ce qu'il y a en France. Le seul problème, c'est la répartition. Ils sont sur la plage, tranquillement, et quand tu regardes la répartition au niveau de la France, c'est homogène. Alors maintenant, il y a des choses nouvelles. Il y a Mednine, il y a Gebes. Donc là, il y a une volonté, il y a Kérouan. Donc ça y est, les salles de cathé rentrent dans le pays. Et aujourd'hui, il faut le souligner, le ministère de la Santé fait des gros efforts. Le problème, c'est que ça ne sera pas suffisant. Parce que c'est ce que je dis. Ok, tu mets une salle de cathé à Mednine, mais il faut que tu aies au moins 3-4 personnes qui ont 10 ans d'expérience en angioplastie primaire. L'angioplastie primaire, elle est opérateur dépendant. L'angioplastie primaire, si elle est faite avec des gens qui n'ont pas d'expérience, elle va tuer des gens. Je vous le dis, c'est mon expérience. La fibrinolyse, elle va sauver des vies. L'angioplastie, si elle n'est pas accompagnée. Donc bien évidemment, il va falloir qu'on travaille avec le ministère pour que ces gens-là soient formés très rapidement et qu'ils soient efficients. L'efficacité et la sécurité. Mais il fallait faire ça. Je crois qu'obligatoirement, il fallait mettre des salles de cathé. Mais bien évidemment, on sait, c'est la stratégie pharmaco-invasive qu'il va falloir faire ensemble. Et on n'a pas d'autre solution que de mettre un thrombolytique partout. Il faut que dans n'importe quelle structure où il peut y avoir un infarctus qui arrive, il faut qu'il y ait une seringue d'un thrombolytique qui peut être administrée avec une application maintenant en téléphone, c'est rien du tout. Vous faites le CG, vous le prenez en photo et puis il part et on vous donne le diagnostic s'il y a un problème. Eh bien, concluez. Merci, docteur Haddad. Effectivement, ça a été très très bien dit par professeur Boukeff. Il y a une stratification des urgences et c'est évident qu'il y a le nécessaire pour le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Je pense que la coordination et l'organisation tournent autour principalement de la formation médicale, de la formation des médecins, pour que quand je suis au niveau 1, je ne transfère pas mon patient au niveau 2 juste pour transiter. Et c'est dommage que votre intervention ou votre éclaircissement est venu après que la salle soit vidée, parce que ma question était j'attendais la réponse pour la salle. Je voulais qu'ils sachent que, et on l'a toujours vécu, et on le vit encore, des malades, choc cardiogénique, arrivent juste pour faire leur arrêt et mourir au niveau des urgences universitaires, parce qu'il y avait tous les moyens sur place pour le manager, pour le stabiliser, c'est pas fait. C'est pas fait et on perd des jeunes patients, beaucoup plus que les sujets âgés, beaucoup de jeunes. Donc c'est pour ça que moi je remercie énormément l'équipe de la STMU pour la richesse de ce programme. Réellement, parler des urgences, de l'avenir des urgences et de parler d'un sujet aussi fréquent et aussi important pour notre pays qu'est l'infarctus, ça commence très très bien pour ce programme. Mes félicitations pour tous et s'il y a des questions, ce sera autour du café. Merci.